Bienvenue dans cet épisode, où nous allons explorer comment les philosophies millénaires peuvent éclairer notre monde contemporain. Aujourd'hui, nous voyageons vers l'ancienne Chine pour découvrir comment les enseignements de Confucius, vieux de plus de 2500 ans, peuvent transformer notre façon d'interagir dans notre société hyperconnectée. Dans un monde où nous avons des centaines d'amis virtuels mais où la solitude atteint des sommets historiques, où nous sommes constamment connectés mais rarement présents les uns pour les autres, la sagesse confucéenne nous offre un miroir précieux. Elle nous invite à repenser la qualité et la profondeur de nos relations humaines. Imaginez un instant, vous êtes dans un café bondé. Autour de vous, des dizaines de personnes sont assises, chacune absorbée par l'écran de son téléphone ou de son ordinateur. Techniquement, elles ne sont jamais seules, messages, notifications, flux d'actualité les relient en permanence à leur réseau. Et pourtant, l'atmosphère est silencieuse, presque isolante. Cette scène désormais banale aurait profondément troublé Confucius, pour qui l'harmonie sociale constituait le fondement même d'une vie épanouie. Alors, que dirait le grand sage chinois s'il observait nos interactions modernes ? Comment ces principes d'harmonie sociale peuvent-ils nous aider à naviguer dans l'océan numérique sans perdre notre humanité ? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Qui était Confucius ? Avant de plonger dans ses enseignements, prenons un moment pour comprendre qui était cet homme dont l'influence a traversé les millénaires. Né vers 551 avant notre ère dans l'état de Lu, dans ce qui est aujourd'hui la province du Shandong en Chine, Kongzi, que nous connaissons sous le nom latinisé de Confucius, a vécu pendant la période tumultueuse des printemps et automnes. Une époque marquée par le chaos politique, la désintégration sociale et les guerres constantes entre petits États. C'est précisément ce contexte de désordre qui a façonné sa pensée. Face à l'effondrement de l'ordre social traditionnel, Confucius a cherché à restaurer l'harmonie en développant une philosophie centrée sur les relations humaines plutôt que sur des concepts abstraits ou mystiques. Contrairement à d'autres traditions philosophiques qui s'interrogent sur la nature de l'univers ou l'existence de forces divines, Confucius était résolument pragmatique. « Je ne parle pas des esprits ni des dieux », disait-il, préférant se concentrer sur la façon dont les êtres humains devraient interagir entre eux ici et maintenant. Pour Confucius, le bon fonctionnement de la société dépendait avant tout de la qualité des relations interpersonnelles. Chaque personne, selon lui, existe dans un réseau d'interconnexion qui définissent ses responsabilités et ses devoirs. Lorsque chacun remplit correctement son rôle dans ses relations, l'harmonie sociale, qu'il appelait « li », peut s'épanouir. Cette vision des relations humaines comme fondement de l'ordre social fait de Confucius un penseur étonnamment pertinent pour notre époque où les liens sociaux sont simultanément multipliés et fragilisés par la technologie. Les 5 relations fondamentales au cœur de la philosophie confucéenne se trouvent les Wulin, les 5 relations fondamentales qui structurent la société. Examinons-les une par une et réfléchissons à ce qu'elles peuvent nous enseigner aujourd'hui. Souverain et sujet, la première relation est celle entre le souverain et son sujet, ou dans un contexte plus moderne, entre le gouvernant et le citoyen, ou encore entre le dirigeant et l'employé. Pour Confucius, cette relation doit être fondée sur la bienveillance du supérieur et la loyauté du subordonné. Dans notre monde numérique, cette relation prend des formes nouvelles. Pensez à votre relation avec les plateformes que vous utilisez quotidiennement. Ces entités exercent une forme d'autorité sur votre vie numérique, elles déterminent ce que vous voyez, collectent vos données, façonnent votre expérience en ligne. Mais contrairement au souverain idéal de Confucius, ces plateformes sont-elles véritablement bienveillantes à votre égard ? D'autre part, en tant qu'utilisateur, notre loyauté se manifeste souvent par notre attention continue et nos données personnelles. Est-ce un échange équitable ? Confucius nous inviterait à évaluer si cette relation est véritablement réciproque et bénéfique pour les deux parties. Dans nos environnements professionnels également, la technologie a transformé la relation dirigeante-employé. Le télétravail et les outils numériques ont créé une distance physique tout en permettant une surveillance potentiellement constante. Comment maintenir dans ce contexte la bienveillance du leader et la loyauté authentique du collaborateur ? C'est un défi que Confucius nous encouragerait à relever. Père et fils, la deuxième relation fondamentale est celle entre le père et le fils, qui symbolise plus largement les relations familiales intergénérationnelles. Pour Confucius, cette relation devait être caractérisée par l'amour et la protection des parents, et par la piété filiale, le respect et l'attention des enfants. À l'ère numérique, ces liens familiaux sont simultanément étendus et mis à l'épreuve. D'un côté, la technologie permet de maintenir le contact malgré les distances géographiques. Pensez aux grands-parents qui peuvent voir grandir leurs petits-enfants par appel vidéo. D'un autre côté, elle crée souvent un fossé générationnel entre natifs numériques et générations plus âgées. Confucius soulignerait l'importance de la patience et du respect mutuel dans ces interactions. Les plus jeunes peuvent partager leur aisance technologique, tandis que les plus âgés apportent sagesse et perspective. L'harmonie intergénérationnelle, selon lui,
repose sur cette reconnaissance des forces complémentaires de chaque génération. Ce qui est fascinant, c'est d'observer comment les dynamiques familiales traditionnelles se manifestent désormais dans les espaces numériques. Les groupes familiaux sur les applications de messagerie deviennent de nouveaux foyers virtuels, où se jouent les mêmes dynamiques d'amour, de conflit et de réconciliation que Confucius analysait il y a des millénaires. Mari et femme. La troisième relation est celle entre mari et femme, qui pour Confucius devait être fondée sur le respect mutuel et des rôles complémentaires. Bien que sa vision des rôles genrés reflète son époque patriarcale, le principe sous-jacent de complémentarité et d'engagement réciproque reste pertinent. Dans notre monde moderne, les relations amoureuses sont profondément impactées par la technologie. Les applications de rencontres ont transformé la façon dont nous trouvons nos partenaires. Les messages instantanés ont modifié nos modes de communication intimes. Les réseaux sociaux ont créé de nouvelles sources de tension et de jalousie. Confucius, s'il observait nos relations numériques, nous encouragerait probablement à privilégier la qualité sur la quantité. Face à l'illusion d'options infinies que suggèrent les applications de rencontres, il nous rappellerait la valeur de l'engagement profond et durable. Il est intéressant de noter que Confucius parle souvent de « ritualiser » les relations importantes. Dans le contexte du couple moderne, cela pourrait signifier créer consciemment des espaces et des moments déconnectés, où l'attention mutuelle n'est pas divisée par les écrans. Ces rituels d'intimité deviennent d'autant plus précieux dans un monde où notre attention est constamment sollicitée. Frère aîné et frère cadet. La quatrième relation concerne les frères, plus précisément entre l'aîné et le cadet, mais s'étend à toutes les relations entre pairs. Pour Confucius, l'aîné devait faire preuve de gentillesse et servir d'exemple, tandis que le cadet devait montrer du respect et de la déférence. À l'ère numérique, nos relations avec nos pairs se sont multipliées exponentiellement. Nous appartenons à d'innombrables communautés virtuelles, groupes de discussion et réseaux professionnels. Cette abondance de connexions horizontales aurait fasciné Confucius, lui qui valorisait tant l'apprentissage entre pairs. Cependant, il s'inquiéterait probablement de la superficialité de nombreuses interactions en ligne. Le philosophe qui affirmait « avoir 3 amis qui me corrigent est aussi précieux que d'avoir 3 grands maîtres » serait perplexe face à nos listes d'amis virtuels dont nous connaissons à peine la vie réelle. La sagesse confucéenne nous invite à cultiver quelques relations authentiques plutôt qu'une multitude de connexions superficielles. Elle nous encourage également à réintroduire la notion de réciprocité. Chacun apporte et reçoit dans une relation équilibrée, contrairement aux dynamiques souvent asymétriques des réseaux sociaux. Amis et amis. La cinquième relation, ajoutée plus tard à la pensée confucéenne, est celle entre amis. Cette relation devait être caractérisée par la confiance, la sincérité et la loyauté mutuelle. C'est d'ailleurs la seule des 5 relations qui soit totalement horizontale, sans hiérarchie inhérente. Dans notre univers numérique, le concept d'amitié a été profondément redéfini. Le terme « ami » englobe désormais un spectre allant des relations les plus intimes aux connexions les plus distantes. Confucius, qui valorisait la précision du langage, serait troublé par cette dilution sémantique. « N'ayez pour amis que ceux qui vous élèvent », disait Confucius. Cette recommandation prend une résonance particulière à l'ère des influenceurs et des cultures toxiques en ligne. Elle nous invite à évaluer consciemment qui nous suivons, qui nous influence, et si ces relations virtuelles contribuent véritablement à notre développement moral et intellectuel. L'amitié confucéenne implique également une responsabilité mutuelle dans la croissance morale. Les vrais amis, selon lui, doivent s'encourager et parfois se corriger mutuellement, une pratique qui contraste fortement avec la culture du « like » automatique et de l'approbation superficielle qui domine souvent nos interactions en ligne. Ren et Li, les piliers de l'harmonie sociale selon Confucius. Pour comprendre pleinement comment appliquer la sagesse confucéenne à nos vies numériques, nous devons explorer 2 concepts fondamentaux de sa philosophie, le « Ren » et le « Li ». Le « Ren » représente l'humanité ou la bienveillance, cette capacité profonde à ressentir et à exprimer de l'empathie envers les autres. C'est la vertu suprême dans la pensée confucéenne. Le « Li », quant à lui, désigne les rites, les convenances sociales, les comportements appropriés qui permettent d'exprimer correctement le « Ren » dans différents contextes. Ces 2 concepts sont indissociables. Le « Li » sans « Ren » n'est qu'une façade vide, tandis que le « Ren » sans « Li » manque de structure pour s'exprimer efficacement. Dans notre environnement numérique, nous pouvons observer un déséquilibre troublant entre ces 2 principes. D'un côté, nous avons développé un ensemble complexe de « Li » numériques, étiquettes pour les emails, normes pour les publications sur différentes plateformes, conventions pour les réunions virtuelles. Mais ces formes sont-elles véritablement imprégnées de « Ren », de cette bienveillance authentique qui devrait en être le fondement ? La communication en ligne, dépourvue des signaux non-verbaux qui facilitent l'empathie en présentiel, peut facilement devenir déshumanisante. Les commentaires haineux, le cyberharcèlement, la désinformation délibérée,
Tous ces phénomènes témoignent d'une rupture profonde entre les formes de notre communication, Li, et son contenu humain, Ren. Confucius nous rappellerait que la technologie devrait être au service de notre humanité commune, et non l'inverse. Chaque innovation, chaque plateforme, chaque fonctionnalité devrait être évaluée à l'aune de sa capacité à renforcer notre Ren, notre capacité à nous connecter authentiquement les uns aux autres. La rectification des noms à l'ère numérique, un autre concept confucéen particulièrement pertinent aujourd'hui, est celui de la rectification des noms, Zenmin. Pour Confucius, l'harmonie sociale dépend de la correspondance entre les mots et la réalité qu'ils désignent. Lorsque le langage devient imprécis ou trompeur, les fondements même de la société sont menacés. Si les noms ne sont pas corrects, le langage ne sera pas en accord avec la vérité des choses, avertissait-il. Si le langage n'est pas en accord avec la vérité des choses, les affaires ne peuvent être menées à bien. À l'ère de la désinformation massive, des fake news et des réalités alternatives, cette mise en garde résonne avec une acuité troublante. Notre écosystème informationnel numérique souffre précisément de cette rupture entre les mots et la réalité qu'ils sont censés représenter. De même, pensez aux termes que nous utilisons quotidiennement sans réfléchir: amis, communauté, partage, connexion. Ces mots, adoptés par les plateformes technologiques, désignent-ils vraiment ce qu'ils prétendent représenter? Un ami Facebook est-il comparable à un ami au sens confucéen du terme? Une communauté en ligne incarne-t-elle les qualités d'entraide et de responsabilité mutuelle que ce terme implique traditionnellement? La rectification des noms nous invite à une plus grande précision conceptuelle. Elle nous encourage à distinguer clairement entre différents types de relations numériques plutôt que de les regrouper sous des étiquettes trompeusement homogènes. Cette clarification n'est pas simplement un exercice sémantique, elle a des implications profondes sur nos attentes et nos comportements. Application pratique. Cultiver des relations harmonieuses à l'ère numérique. Maintenant que nous avons exploré les principes fondamentaux de la philosophie confucéenne, comment pouvons-nous les appliquer concrètement pour améliorer nos relations à l'ère numérique? Voici quelques suggestions inspirées de la sagesse du maître. 1. Pratiquer l'attention sélective. Confucius valorisait l'attention profonde et ciblée plutôt que la dispersion. Dans un monde de distraction permanente, cela se traduit par des choix conscients concernant notre attention numérique. Plutôt que de suivre des centaines de comptes sur les réseaux sociaux, concentrez-vous sur quelques relations significatives. Plutôt que de participer superficiellement à de nombreuses communautés en ligne, engagez-vous profondément dans quelques-unes qui correspondent vraiment à vos valeurs et à vos aspirations. Le philosophe qui nous conseillait de ne pas avoir d'amis qui ne nous soient pas égaux, nous encouragerait aujourd'hui à être extrêmement sélectifs dans nos connexions numériques. Chaque compte que nous suivons, chaque communauté à laquelle nous appartenons influence subtilement notre vision du monde et notre développement moral. 2. Établir des rituels numériques. Le Li, les rituels et pratiques structurées étaient centrales dans la vision confucéenne de l'harmonie sociale. De la même manière, nous pouvons créer consciemment des rituels numériques qui donnent structure et sens à nos interactions en ligne. Cela pourrait prendre la forme d'un appel vidéo hebdomadaire avec des proches éloignés, transformé en véritable cérémonie avec une préparation attentive et une présence totale. Ou encore des règles familiales claires concernant l'utilisation des appareils pendant les repas, préservant ainsi un espace sacré pour la communion familiale. Ces rituels ne sont pas de simples habitudes ou routines, ils sont investis d'une signification plus profonde qui renforce les liens humains qu'ils célèbrent. Comme le soulignait Confucius, la forme externe, le rituel, doit exprimer une attitude intérieure authentique, le respect, l'attention, la bienveillance. 3. Cultiver la réciprocité. La réciprocité exprimée dans la règle d'or confucéenne, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, est un principe fondamental de l'éthique confucéenne. Dans nos interactions numériques, cette réciprocité est souvent négligée. Évaluez vos comportements en ligne à travers ce prisme. Donnez-vous autant que vous recevez dans vos communautés virtuelles? Écoutez-vous autant que vous parlez? Soutenez-vous les créations des autres comme vous aimeriez qu'on soutienne les vôtres? Cette approche nous invite également à considérer les asymétries de pouvoir dans nos relations numériques. Les plateformes avec lesquelles nous interagissons quotidiennement pratiquent-elles cette réciprocité confucéenne, ou l'échange est-il fondamentalement déséquilibré? 4. Pratiquer l'auto-cultivation numérique. Pour Confucius, l'harmonie sociale commence par le perfectionnement individuel. Chacun doit s'efforcer constamment de développer ses vertus personnelles, c'est ce qu'il appelait l'auto-cultivation. Dans notre contexte numérique, cela pourrait signifier développer une discipline consciente concernant notre consommation médiatique. Quels contenus nourrissent véritablement notre esprit et notre caractère? Lesquels nous éloignent de nos meilleurs instincts? Cela implique également une pratique régulière de l'introspection. Confucius recommandait d'examiner quotidiennement ses actions et ses motivations. Nous pourrions adapter cette pratique en réfléchissant régulièrement à notre comportement en ligne.
Ai-je contribué positivement aux espaces que j'ai fréquentés aujourd'hui? Mes interactions ont-elles reflété mes valeurs profondes? 5. Créer des espaces de dialogue authentiques. Confucius valorisait énormément le dialogue comme moyen d'apprentissage mutuel. Il disait, par la discussion, j'apprends. Mais tous les échanges ne se valent pas. Il privilégiait les conversations substantielles qui permettent un véritable partage de perspectives. Dans notre environnement numérique souvent polarisé et superficiel, nous pouvons consciemment créer et soutenir des espaces favorisant un dialogue authentique. Cela peut signifier privilégier les formats qui encouragent les échanges approfondis plutôt que les réactions instantanées, ou établir des normes de communication qui valorisent l'écoute et le respect mutuel. Les communautés en ligne qui réussissent à cultiver ces qualités, pensez à certains forums spécialisés ou groupes de discussion bien modérés, offrent un contrepoint précieux à la culture dominante des réactions rapides et des jugements sommaires. Un exercice pratique. Établir un rituel relationnel inspiré de Confucius. Pour conclure cet épisode, je vous propose un exercice concret pour mettre en pratique la sagesse confucéenne dans votre vie numérique. Choisissez une relation importante que vous entretenez partiellement ou totalement en ligne, qu'il s'agisse d'un ami distant, d'un mentor, d'un membre de votre famille ou d'un collaborateur professionnel. Inspirez-vous du concept confucéen du « li » rituel, pour créer un cadre d'interaction qui honore véritablement cette relation. Voici comment procéder. Premièrement, clarifiez la nature de cette relation selon les catégories confucéennes. S'agit-il d'une relation d'amitié entre égaux? D'une relation mentor-disciple? D'une relation familiale? Cette clarification vous aidera à définir les responsabilités et attentes appropriées. Deuxièmement, concevez un rituel numérique régulier qui approfondit cette connexion. Cela pourrait être un appel vidéo mensuel avec une structure particulière, peut être en commençant par un partage de gratitude, suivi d'une discussion sur un sujet significatif pour vous deux, et conclu par un engagement mutuel jusqu'à votre prochaine rencontre. Troisièmement, créez consciemment un environnement propice à une présence totale pendant ces interactions, éliminez les distractions, préparez-vous mentalement, peut-être même établissez un cadre physique spécifique pour ces moments. Ce qui distingue ce rituel relationnel d'une simple habitude, c'est l'intention consciente qui l'anime et la signification plus profonde que vous lui attribuez. Comme l'aurait souligné Confucius, la forme extérieure, le rituel, n'est qu'un véhicule pour cultiver et exprimer une attitude intérieure authentique de respect et de bienveillance. Conclusion. Alors que nous naviguons dans les eaux parfois tumultueuses de notre monde hyperconnecté, la philosophie de Confucius nous offre une boussole précieuse. Elle nous rappelle que malgré tous nos progrès technologiques, les fondements d'une vie épanouie restent inchangés, des relations authentiques, réciproques et nourrissantes avec nos semblables. La véritable innovation ne consiste pas à remplacer ces connexions humaines par des simulacres numériques, mais à utiliser judicieusement la technologie pour enrichir et approfondir nos relations essentielles. Comme le disait Confucius, n'est-ce pas un plaisir d'étudier, puis de mettre en pratique ce qu'on a appris? Je vous invite donc à ne pas laisser cette réflexion rester théorique. Choisissez un principe confucéen qui résonne particulièrement avec vous et intégrez-le consciemment dans votre vie numérique cette semaine. D'ici là, n'oubliez pas que la vraie sagesse, comme nous l'enseigne Confucius, se manifeste non pas dans la connaissance abstraite, mais dans la qualité de nos relations quotidiennes. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si cela vous a plu, cela m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.